Donc, on a vu dans la capsule précédente une introduction au modèle prédictif dans le cas continu. Donc, dans cette capsule-ci, on va faire un peu la même chose, mais dans le cas discret. Donc, faire des modèles prédictifs pour les cas discrets et continus, il y a beaucoup de similitudes entre les deux grands concepts, mais il y a aussi des petites différences. Alors, dans le cas discret qu'on voit dans cette capsule, on utilise souvent la nomenclature des modèles de classification. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire en général quand on veut faire une classification? Donc, on cherche à prédire G à partir de X. Donc, en utilisant G, ici, j'utilise la même nomenclature que le chapitre 2 de Elements of Statistical Learning. Donc, G, c'est une variable qui est nominale. Dans l'exemple que j'ai là, ma variable nominale, c'est la position de mes joueurs de football. Donc, en orange, j'ai mes joueurs de la ligne défensive et en bleu, j'ai les corps arrière. Alors, on va vouloir prédire cette valeur-là qui est discrète, qui dans ce cas-ci a deux modalités. On va vouloir la prédire en fonction de deux variables ici, la masse et la taille de mes joueurs. Donc, j'ai choisi de l'illustrer avec deux variables tout simplement parce que c'est plus facile à visualiser, mais on aurait pu utiliser une introduction avec une seule variable comme on l'a fait dans le cas continu. Alors, de façon générale, les modèles de classification, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est à trouver d'une façon ou d'une autre une manière de séparer nos deux groupes. Donc, une ligne ou ça peut être aussi une courbe qui va séparer le mieux possible nos deux groupes. Donc, c'est l'approche un peu générale là, des modèles de classification. Puis là, dans le comment on va trouver cette séparation-là, ben c'est là que toutes les familles de modèles diffèrent. Alors, de la même façon que pour le cas continu, on va devoir poser une fonction de perte. La différence ici, c'est que on va parler, avant de parler de fonction de perte, on va plutôt parler d'une matrice de coût en premier. Donc, ma matrice de coût, c'est combien ça me coûte pour faire une erreur. Par exemple, si on a deux modalités et que la vraie, donc ici, là, ma matrice de coût, ici, je pourrais avoir que ma vraie valeur, mon joueur est un joueur de la ligne défensive, mon joueur est un quart arrière. Donc, ça, c'est la vraie valeur. Et ici, je prédis effectivement la ligne défensive et ici, je prédis le quart arrière. Donc, cette matrice-là, ce qu'elle me dit, c'est que si mon joueur était effectivement dans la ligne défensive et que j'ai prédit qu'il était sur la ligne défensive, ben mon coût il est de 0. Si c'était un quart arrière et que j'ai effectivement prédit que c'était un quart arrière, mon coût est encore de 0. Si par contre, il était sur la ligne défensive et que j'ai prédit que c'était un quart arrière, ma fonction de coût, mon coût vaut 1. S'il était quart arrière et que je l'ai prédit sur la ligne défensive, bien, mon coût vaut encore 1. Donc, avec les variables discrètes ou nominales, on va utiliser ce type de matrice-là pour définir nos coûts. On pourrait avoir une matrice là, qui serait beaucoup plus grande que ça selon le nombre de modalités de notre variable réponse. Donc, la fonction de perte dans ce cas-là, c'est le prix à payer pour classer une observation qui appartient à la classe K dans la case L. Dans la classe L. Alors, l'intérêt là, ici de comprendre ce que c'est que la matrice de coût, c'est que dans certains cas, on ne va pas nécessairement prendre une fonction de perte 0,1 comme ce qui est illustré ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir parfois attribuer un coût plus grand à un certain type de mauvaise classification plutôt qu'à un autre. Donc, on va pouvoir venir un peu jouer sur cette matrice de coûts-là pour améliorer notre modèle, pour
pour le définir précisément selon nos besoins ou pour estimer vraiment, pour trouver vraiment le modèle qui correspond à ce qu'on veut faire. Si on veut qu'il y ait un coût plus grand à faire un type d'erreur plutôt qu'un autre. Alors, la fonction de perte 0,1 qu'on appelle, elle correspond à la matrice de coût que je vous ai montrée à la diapositive précédente, mais on pourrait aussi l'écrire ainsi, donc vous allez la retrouver parfois écrit ainsi dans la littérature. Donc, c'est l'indicatrice que la valeur que j'ai observée n'est pas égale à la valeur que j'ai prédite. Donc, cette indicatrice-là, elle vaut 1 si je me suis trompée. Donc, c'est la fonction de perte 0,1. Alors, la fonction de risque maintenant, ce qu'on cherche à minimiser, c'est toujours l'espérance de notre fonction de perte. Alors, en conditionnant sur X, on retrouve quelque chose, en fait, d'assez similaire à ce qu'on trouvait pour le cas continu. La formulation de ça peut paraître un petit peu plus complexe, mais en fait, quand on regarde cette équation-là en détail, là, on voit que ce qu'on cherche, on cherche la valeur de G. Et là, G, c'est une des classes possibles qui est inclus dans sigma ici. Donc, mon sigma, c'est l'ensemble des classes possibles. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné précédemment, ce serait quoi? Ce serait soit DL pour les joueurs de la ligne défensive ou QB pour les quarts arrière. Donc, ce serait les deux possibles. Donc, on va chercher ce qui minimise. On va chercher à mettre chaque observation dans la classe qui minimise cette fonction-là. Donc, cette fonction-là, vous voyez qu'elle inclut notre fonction de perte fois la probabilité d'être dans cette classe-là, dans une des classes en particulier, en sachant X. Donc, c'est ce qu'on cherche à minimiser globalement. Si on a une fonction de perte 0,1, tout ça se simplifie assez joliment. Et puis, ce qu'on cherche à faire, tout simplement, c'est, on va tout simplement mettre la valeur dans, on va tout simplement classer l'observation dans la classe G pour laquelle la probabilité que G, sachant X, soit la plus élevée possible. Donc, avec la fonction de perte 0,1, ça se minimise, ça se simplifie assez joliment. On réfère souvent à cette façon-là de faire, là, comme étant le classifieur de Bayes. Alors, une autre façon de le faire, de la même façon qu'on le faisait avec les variables continues, on pourrait utiliser une approche des cas plus proches voisins. Donc, je pourrais faire comme je l'avais fait précédemment, puis je pourrais me dire, supposons que j'ai un joueur qui pèse 300 livres et qui mesure 70 des pouces, j'imagine, 70 pouces. Donc, je vais aller voir ici, ce joueur-là, il se situe dans ce coin-ci. Je vais aller chercher les joueurs autour, je vais regarder dans quelle classe ils sont, et puis je vais choisir la classe la plus probable. Donc, c'est une autre approche aussi pour aller chercher directement là, la valeur, la classe de G, la valeur de G sachant X. Alors, en résumé, pour les modèles qui sont pour la classification pour une variable réponse qui est binaire, on cherche encore à estimer une fonction G qui va modéliser, une fonction de X qui va modéliser G le mieux possible. Puis encore une fois, il existe une très très grande panoplie d'approches. En général, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on va chercher à trouver une droite ou un plan ou un hyperplan qui va réussir à séparer ou plusieurs hyperplans qui vont servir à séparer l'ensemble de nos observations. Mais il y a d'autres approches pour le faire aussi. Donc, dans les prochaines capsules, on va voir certaines de ces approches, notamment l'analyse discriminante et les forêts aléatoires. On va discuter encore une fois de la notion de compromis biais-variance. Donc, c'est un problème avec le cas continu, mais c'est un problème aussi avec le cas discret, la notion de surapprentissage. Et enfin, on va voir comment évaluer les modèles prédictifs. Et là, en ce qui concerne les modèles prédictifs pour lesquels la réponse est une
une variable binaire ou une variable nominale, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué à évaluer que pour une variable discrète. Donc, on va passer beaucoup de temps sur l'évaluation de ce type de modèle-là de façon plus spécifique.